Alors c'est l'histoire d'un papa, il a deux enfants, mais depuis la naissance du deuxième, rien ne va plus avec madame. Elle ne lui donne plus d'affection, plus de tendresse, pourtant monsieur est un papa dévoué. Quand la petite se réveille la nuit, c'est lui le seul à se lever, et c'est lui qui reste éveillé jusqu'à pas d'heure pour que la petite s'endorme. Mais quand il essaye de communiquer avec madame, il se sent comme face à un mur. La plupart du temps c'est pas maintenant, pas devant les enfants. Le midi c'est pas maintenant, je veux manger tranquille. Le soir c'est pas maintenant, je veux me reposer avant d'aller me coucher. Et la journée c'est pas maintenant, j'ai du travail et si c'est pour m'emmerder, c'est pas la peine. Du coup, tout bascule le jour de l'anniversaire de monsieur. Les enfants et madame sont dans le salon quand monsieur demande de l'aide à madame pour un partage des tâches plus équitable. Madame explose, s'effondre en larmes et elle crie que elle aussi, elle fait beaucoup de choses pour s'occuper des enfants, qui sont encore dans la pièce d'ailleurs, et elle se met à traiter monsieur de putain de connard. Du coup, la situation empirant, monsieur va chercher de l'aide sur internet dans un groupe de soutien public et là, ça part dans tous les sens. Il reçoit pas mal de commentaires pas toujours bienveillants et dans cette vidéo, on va analyser ensemble les meilleurs conseils qu'il aurait pu recevoir dans cette situation-là, mais on va d'abord commencer par les pires conseils qu'il a reçus. Alors, parmi les pires conseils qu'il a reçus, il y a une personne qui dit que si c'était une femme qui avait écrit ce message, forcément tout le monde se battrait pour lui dire de se barrer avec les enfants et que le mec, c'est un pervers narcissique à fuir au plus vite et que c'est lui le seul responsable de la situation, de l'échec. Alors, oui, c'est vrai qu'habituellement, on trouve plutôt la situation inverse, où c'est madame qui se plaint que monsieur n'est pas assez présent dans la vie des enfants, en tout cas pour s'occuper des tâches ménagères et pour s'occuper de faire les trajets pour les enfants, s'occuper des enfants en général. Donc là, c'est une situation assez particulière à laquelle on n'est pas souvent confronté. Et bon, je sais pas pourquoi ils commentent ça, les gens, mais ils sont là pour dire que ouais, si c'était la situation inverse, ben on serait en train de casser du sucre sur les hommes et que là, ouais, ils ont l'impression que c'est pas ce qui est en train de se passer. Mais en vrai, là, dans tous les cas, c'est des personnes qui recherchent de l'aide. Tout le monde a besoin d'aide, donc il n'y a pas histoire de bon, ben, quand les hommes ont besoin d'aide, on les aide pas, ou alors quand les femmes ont besoin d'aide, bon ben c'est que les femmes qu'on aide et on casse du sucre sur le dos des hommes. Bon là c'est un homme qui demande de l'aide, essayons d'analyser sa situation et puis voyons ce qui se passe. Alors toujours pour rebondir sur la même observation, il y en a un autre qui dit ouais on critique souvent les hommes qui trompent leurs femmes et clairement pas assez les femmes qui abandonnent une relation en cours de route par simple ennui. Bon courage. Ok. Alors là, en fait, il réagit au fait que dans les commentaires, en tout cas dans ce post-là, là c'est l'homme monsieur qui se présente comme la victime de la situation et forcément, bon, ben, s'il est une victime, c'est que l'agresseur, c'est qui, ben, c'est madame dans cette situation-là. Du coup, les gens qui essaient de l'aider, bon ben, essaient de l'aider depuis ce point de vue-là. Mais là, il y en a toujours encore un autre qui se pointe pour dire que ouais, il faut critiquer les femmes pour je ne sais pas quoi, pour je sais pas, il y a une guerre, il y a une certaine de justice sociale qu'il faut faire et que ouais, ils se sentent le devoir d'aller attaquer, d'aller casser du sucre sur le dos de l'autre genre parce que ils se sentent peut-être souvent attaqués ces gens-là, donc ils se disent ouais, non, on va faire la guerre. Mais c'est pas de ça dont monsieur a besoin là tout de suite. Ensuite, on a ceux qui lui proposent de fuir, de prendre la fuite. Donc, soit c'est lui qui doit fuir la situation. Donc, en gros, il y en a un qui lui dit de prendre un billet pour Bangkok et ça lui fera du bien. Il y en a un autre qui répond, alors je sais pas si c'est ironique, mais il dit ouais, être un homme et pouvoir abandonner ses obligations parentales pour aller prendre du bon temps sans craindre le jugement. Donc c'est vrai que habituellement c'est ce qu'on reproche aux hommes, c'est-à-dire de ouais d'être très rapide, très prompt à abandonner leurs obligations parentales ou en tout cas à ne pas y répondre pour pouvoir s'occuper de leur personne, chose qui est très difficilement réalisée par les femmes, par les mamans, ouais, qui ont beaucoup plus de difficultés à prendre du temps pour elles-mêmes. Ouais, donc je suppose que c'était un peu sarcastique le commentaire, mais pour répondre au commentaire précédent, comme quoi que ouais, prendre la fuite, ça va pas résoudre la situation. Il y a d'autres commentaires du style, bon ben franchement, elle doit partir, c'est simple. Donc en gros, monsieur c'est le gentil, c'est la victime, madame c'est la méchante, donc elle doit partir et on doit arrêter la relation là. Donc il y a souvent aussi ce genre de commentaires qui se dirigent directement vers bon ben il y a un problème, on met fin à la relation, comme ça il n'y a plus de problème. Alors à part les pires commentaires, on a des commentaires qui commencent à devenir de meilleure qualité et il y en a un par exemple qui lui conseille de effectivement se séparer et de déménager dans le même village ou dans le même quartier, en tout cas à proximité de la maison des enfants et de ne pas chercher de la justice dans le partage des enfants, mais en essayant d'habiter proche, de déménager proche de là où les enfants habitent.
Comme ça, si les enfants veulent voir l'autre parent, ben, c'est facile. Et pas besoin de changer d'école, pas besoin de changer de copain. Voilà, en tout cas, c'est la solution qu'il propose. Du coup, monsieur demande, ok, c'est sympa comme solution, mais comment faire pour gérer 2 appartements au lieu d'un seul avec nos 2 salaires? Parce que ça va nous faire des coûts qui vont être super élevés par rapport à ce qu'on paye déjà là tout de suite. Et c'est une question plutôt judicieuse parce que ouais, si la solution de se séparer, ben ça engage de nombreux, ça fait augmenter les coûts de manière drastique. Ben, on se pose la question comment est-ce qu'on va faire pour payer tout ça? Alors moi, la question que je me posais déjà, c'était euh, avant même de se séparer et quels sont les coûts de séparation, en vrai, quels sont les coûts de réparation? Et en creusant un peu, bon, alors ce sont des estimations à la louche, mais si on devait dire qu'il devait mettre en place des solutions du style thérapie de couple, thérapie individuelle, médiation familiale, coaching conjugal, stage, atelier, gestion des émotions, temps de qualité encadré, ce genre de choses, de manière à reconstruire le couple. Bon, c'est des solutions qui ont un coût, mais on essaie de comparer le coût de ces solutions-là avec le coût de la séparation. On en aurait, si vraiment il se blindait de solutions, il pourrait en avoir pour quelque chose comme genre 5 000 € sur une année. Mais là, c'est vraiment 5 000 €, il y va à fond. Normalement, les chances de succès en investissant 5 000 € dans ce genre de solution, les chances de succès devraient être élevées. Comparé à s'il devait se séparer, donc là encore c'est des estimations à la louche, mais s'il devait se séparer et qu'on comptait, bon, les coûts d'un divorce à l'amiable éventuellement, bon, on va pas compter ça, mais comptons le logement supplémentaire, la pension alimentaire, les déménagements, les emménagements, ce genre de choses, ouais, on peut facilement en avoir pour 15 000, 20 000 € sur la première année. Donc, en comptant 5 000 € de réparation avec un haut taux de succès et comptant entre 15 20 000 € de séparation, et il faudra tout reprendre de zéro avec une nouvelle personne si on décide de se remettre en couple avec quelqu'un d'autre. Ouais, en tout cas, les deux coûts se comparent, ça s'évalue. C'est pas juste on se sépare et puis c'est mieux. Non, il y a une solution réparation, une solution séparation. Allons voir qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça rapporte et prenons une décision en fonction. Alors, il y a certains cas où, bon, on va pas se poser beaucoup de questions, il va falloir se séparer. Est-ce qu'on est dans cette situation-là avec monsieur? Je ne sais pas. Mais quand est-ce qu'il est judicieux de se séparer? Ben, je dirais que ça va dépendre de la qualité de la relation. Si la relation porte atteinte à la santé mentale de madame, de monsieur ou des enfants, bon ouais, là, il faut bouger. Si on est dans un contexte de violence psychologique, de violence même physique, ça c'est le premier cas. Violence physique, c'est bon, on se sépare. Violence émotionnelle, psychologique, ça peut se travailler encore, mais vraiment si l'autre personne, en tout cas l'auteur des violences, la personne qui agresse, est volontaire pour travailler ce genre de choses et qu'elle se sent coupable et qu'elle se dit « Oh mon Dieu, c'est horrible ce que je fais et encore, et encore. Du moment qu'il y a violence, en tout cas, c'est le moment le plus simple pour prendre la décision de se séparer. Et des fois, la séparation peut être... bon, on va laisser cette question-là pour un autre moment. Mais voilà, donc tant qu'il n'y a pas de violence, ouais, tant qu'il n'y a pas de violence, on peut considérer des solutions pour se réparer. S'il y a solution, si le problème c'est qu'il y a des violences graves, bon ben on prend la solution à 15 000 balles et on se sépare, divorce, pension alimentaire, etc. Mais si on n'est pas dans le cas où il y a des violences, on peut réfléchir à des solutions pour réparer qui vont coûter moins cher et qui vont bénéficier à tout le monde finalement sur le long terme. Mais sinon, pour répondre à la proposition du mec à poster, effectivement, si vraiment il y a séparation, comment faire pour se séparer sans augmenter drastiquement les coûts? Il y a la colocation parentale, donc soit habiter dans la même maison, mais on n'est plus en couple, on est coparents, colocataires, soit l'alternance de domicile, c'est-à-dire qu'on prend un domicile supplémentaire, peut-être un petit studio à côté, pas loin, comme ça on n'est pas obligé de dormir ensemble ou d'être sur le dos l'un de l'autre toute la journée. Et puis donc les enfants restent dans la maison principale et les parents alternent pour aller vivre chacun leur tour dans le studio. Ou alors, soit aller vivre chez ses parents. Il y en a un des parents qui retourne vivre chez ses parents, si c'est possible. Bon, là, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre si les parents ou la famille ne sont pas tout près. Donc, ouais, j'aurais dit que l'option avec le studio, ça reste le plus simple à mettre en œuvre. Ça augmente les coûts quand même. Mais bon, au moins, dans la colocation parentale, ça fait qu'on est dessus et qu'il y a des risques de friction. Et ça, c'est pas la meilleure option, pour, en tout cas, pour avoir un environnement sans dispute pour les enfants. Si l'objectif c'est de voilà
préserver les enfants. Donc, le mieux, c'est de ne pas être en train de se disputer tout le temps sur eux. Donc, l'option de prendre un petit studio à côté, si on arrive à faire fonctionner cette solution-là, ça peut être une bonne option. Sinon, ça va être l'option à 15 000 balles, 20 000 balles, où on se sépare. Alors, on a un autre commentaire d'une personne qui dit qu'elle vit exactement ou sensiblement la même chose avec 2 enfants, mais que maintenant, ça va beaucoup mieux. Et du coup, monsieur demande, ok, super si ça va beaucoup mieux, mais comment faire pour surmonter la rancœur? Parce que monsieur a une rancœur qui augmente de plus en plus, une rancœur monumentale qui se construit, et il demande comment avez-vous réussi à passer l'éponge dessus? Donc ça me fait me poser pas mal de questions du style, comment est-ce qu'on passe de ok, on est super amoureux à on a une extrême rancœur qui grandit de plus en plus. Comment faire pour éliminer cette rancœur quand elle est déjà accumulée? Ou en tout cas, déjà premièrement, comment guérir les blessures dès qu'elles surviennent? Et si jamais on a laissé les blessures s'accumuler pendant un bon moment, comment faire pour guérir même dans cette situation-là? Donc, comment est-ce que les blessures s'accumulent? Il y a plusieurs raisons. Il y a l'évitement émotionnel, par exemple. Quand on est blessé et que ça fait mal, on n'a pas forcément envie d'en parler. Déjà, on n'a pas forcément. Déjà, on est blessé. On est blessé, donc on est en colère. C'est pas le meilleur moment pour nous de dire, ok, écoute, ce que tu m'as dit ou ce que tu as fait la dernière fois, ça m'a blessé et tout. Déjà, c'est très difficile d'avoir ce genre de conversation. En tout cas, c'est pas inné. Ça vient pas d'un coup. Ça s'apprend, mais c'est pas inné. Donc, il y a beaucoup de chances qu'on évite en fait la douleur qu'on est en train de ressentir. On n'a pas envie d'en parler, on n'a pas envie de la ressentir. Du coup, on l'évite. Du coup, ça fait qu'on peut pas traiter le problème. Donc, on ne résout pas le problème. Et il y a des chances que la situation se représente encore et encore, rajoutant des blessures sur des blessures. Soit on va pas en parler sur le moment, soit ça va exploser à certains moments. Donc, c'est déjà bien au moins de l'exprimer au moment où ça explose, même si l'explosion, c'est pas la meilleure manière de l'exprimer, mais au moins c'est mieux que de ne pas l'exprimer. Mais l'explosion a tendance aussi à créer des blessures. Donc, on continue à se blesser et du coup, les blessures s'accumulent et au bout d'un moment, on est tellement blessé sans résolution que on a construit de la rancœur, on en veut l'autre, on considère l'autre comme un ennemi et la situation n'est toujours pas réglée. Maintenant, comment guérir les blessures quand on s'en aperçoit? Donc, si on n'a pas envie de laisser les blessures s'accumuler et qu'on se dit, oula, là, il vient de se passer un truc, c'était pas ok pour moi, il faut que je le fasse savoir parce que sinon, je vais construire de la rancœur sur le long terme et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Il faut déjà être capable de le reconnaître parce que, en tout cas, passer de la colère, genre, je m'apprête à attaquer, à répliquer parce que j'ai eu mal. Pourquoi je veux attaquer? Ensuite, en plus, la personne que j'aime, attention, qu'est-ce que je m'apprête à faire là? Ok, je veux attaquer parce que j'ai eu mal. Pourquoi j'ai eu mal? Qu'est-ce qui m'a blessé? Ok, et communiquer sur la blessure qu'on a ressentie. Voilà, je t'avoue que quand tu as dit tel truc ou quand tu as fait telle chose, je me suis senti blessé. Ou en tout cas, quand il s'est passé telle chose, je me suis senti blessé. Pas forcément dire ouais, tu m'as attaqué, tu m'as blessé, c'est ta faute. Alors, ça pourrait s'entendre, hein, mais là, on serait plus dans le cadre de l'explosion. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pouvoir l'adresser rapidement. Ça peut s'apprendre. Faut avoir du courage, ça demande du courage de dire en fait je suis blessé parce que ça nous met dans une position de vulnérabilité qui est pas facile à tenir. Il faut vraiment avoir confiance dans l'autre personne et s'il n'y a pas déjà un terrain de confiance qui est établi dans la relation, c'est très difficile de pouvoir s'ouvrir et de dire je suis blessé. Mais en tout cas, faire comme ça permet de trouver des solutions ensemble. Si vraiment l'autre est là aussi pour installer un climat de sécurité et que l'autre entend que mince, j'ai blessé la personne que j'aime, mince, je sais pas, c'était pas mon objectif, c'est pas ce que je voulais faire, je suis désolé. Comment est-ce que je peux réparer ce qui a été blessé, quoi. Donc ça devrait être la réaction des deux personnes pour pouvoir traiter les blessures une fois qu'elles se pointent. Maintenant, comment faire quand les blessures ont eu le temps de s'accumuler, qu'il n'y a pas eu forcément de résolution pendant un bon moment? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, dans ce cadre-là, on est sûrement dans des situations où il y a de grosses explosions, souvent, régulièrement et très intenses. Donc peut-être que là, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare. Donc peut-être qu'il faut prendre un moment pour se séparer temporairement, prendre, je sais pas, peut-être quelques jours, une semaine, aller chez la famille, prendre un Airbnb quelque part, le temps de réfléchir.
Donc, pas juste pour se séparer et dire « Oh là là, j'en ai marre, je me casse », mais plutôt pour réfléchir, se demander « Ok, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là ?» et pouvoir avoir cette réflexion-là au calme. Donc, ça peut être aussi l'occasion de faire une thérapie de couple ou une thérapie individuelle, donc histoire de creuser profondément les causes qui ont mené à cette situation-là et avec un professionnel qui est habitué à traiter ce genre de situation. Ça demande de réapprendre à se connecter à ses émotions parce que si autant de temps s'est passé et qu'on n'a pas traité le sujet, c'est que sûrement on a évité de ressentir ces émotions-là, on a évité de communiquer là-dessus. Donc, ça va demander de prendre une petite semaine pour se reconnecter à ces émotions qui sont sûrement douloureuses pour essayer de creuser, bon, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce que je ressens, pourquoi j'ai pas dit, pourquoi j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé. Et ouais, ça va demander de la patience. Donc, ça commence déjà par là. Une fois que les blessures se sont accumulées, il faudra vraiment prendre un temps pour réfléchir à quand est-ce que ça a commencé à s'accumuler, à quel moment, quels sont les épisodes, quels sont les événements qui ont provoqué l'accumulation. Ça se fait pas en un claquement de doigts non plus, mais ça se fait et ça peut donner de très bons résultats. Alors là, on a un nouveau commentaire de quelqu'un qui, qui dit qu'elle n'a pas grand-chose à dire, que effectivement les enfants, ça chamboule et ça peut être difficile de rester soudé, surtout qu'on a du mal à trouver du temps déjà pour soi et du temps pour le couple. Donc la personne qui commente a également 2 enfants et ils ont eu des phases difficiles et ils commencent à sortir de ces phases difficiles, donc ça c'est bien. Donc ouais, ce qu'il conseille c'est de tenir quoi, parce que eux ils ont l'expérience, ils sont en train d'en sortir. Il se dit que c'est le temps qui fait qu'on arrive à s'en sortir, donc il lui conseille de prendre de la patience. Et voilà, même si ça peut être dur de reconstruire les choses quand la situation s'est trop dégradée. Alors, le monsieur répond que ouais, ça fait un moment qu'il essaie de tenir en mettant toute sa vie entre parenthèses pour consacrer toute son énergie aux tâches ménagères et aux enfants. Mais que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer calmement, de ne pas pouvoir parler calmement de ses sentiments avec madame, ça le bousille. Et du coup, là, il y a plusieurs questions qui me sont venues à l'esprit, du style, ouais, quand il dit qu'il n'arrive pas à exprimer calmement ce qu'il ressent, c'est vrai que c'est pas évident de dire qu'il est épuisé avec tout ce qu'il a à faire. En fait, c'est pas évident de dire qu'on est épuisé sans être en train d'accuser l'autre, en fait. Genre, juste de dire, je suis épuisé, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est très difficile de le dire sans que l'autre entende je suis épuisé parce que toi tu n'es pas en train de faire ci, parce que toi tu n'es pas en train de faire ça. Et du coup, juste le fait d'exprimer ses émotions, ça devient vite difficile parce que l'autre se sent agressé, l'autre se sent accusé. Et souvent comment dire, la manière dont elle exprime joue également. Il y a des manières de l'exprimer, mais quand on ne sait pas forcément le faire, il y a de très fortes chances que quand on essaie de l'exprimer la première fois, on l'exprime d'une manière un peu culpabilisatrice, comme si un peu, ouais, si j'ai autant à faire, c'est que toi, tu fais pas ta part du boulot. Donc, c'est pas évident de l'exprimer comme ça. Et quand on l'exprime comme ça, du coup, on se retrouve, la personne en face se ferme. Elle se ferme, elle n'a pas envie de se sentir accusée, elle n'a pas envie, parce qu'elle aussi, elle ressent de la charge, elle aussi, elle a beaucoup à faire, et c'est ce qui se passe là. Tous les deux, ils sont sous charge, ils sont sous tension, sauf que quand l'un va exprimer, moi je suis sous charge, quoi, qu'est-ce que tu es en train d'essayer de dire? Que moi j'en fais pas assez, c'est ça? Et du coup, c'est très difficile de communiquer dans cette situation-là. Et la communication a tendance à tourner très vite autour de qui est-ce qui en fait le plus? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est madame? Pourquoi tu m'aides pas? Pourquoi quand je demande de l'aide, tu m'écoutes pas? Tu le prends personnellement, tu m'attaques, tu me dis que toi aussi. Pourquoi on trouve pas de solution ensemble finalement? Pourquoi quand je te demande de l'aide, il faut négocier? Tu me dis oui, mais moi aussi, nanani, nanana. Pourquoi tu m'aides pas juste? Parce que moi j'essaie de t'aider ou peut-être que j'essaie pas de t'aider, mais en tout cas, la discussion tourne rapidement autour de qui est-ce qui en fait le plus et de qui est-ce qui mérite le plus d'aide finalement. Alors, les pistes de solution pour cette situation, c'est d'essayer d'exprimer ses sentiments sans être en train d'accuser. Donc, c'est possible à le faire. Hein. C'est pas évident, ça c'est pas comme ça, mais ça s'apprend. Donc, déjà en reconnaissant ses émotions, en sachant parler de ses émotions, en disant voilà ce que je ressens. Je suis pas en train de chercher à t'accuser, je suis pas en train de chercher à dire que tu es une mauvaise personne, que tu n'en fais pas assez, que tu. J'essaie juste de dire ce que je suis en train de ressentir. Et c'est beaucoup plus facile de pouvoir dire ce qu'on est en train de ressentir quand l'autre personne ressent également la même chose. Parce que si les deux parents sont sous pression, quand on est tous les deux sous pression,
ça devrait être assez facile de pouvoir comprendre que, ok, moi je suis sous pression, je comprends ce que tu ressens parce que moi aussi je suis sous pression et je sais que toi aussi tu es sous pression. Ça devrait être beaucoup plus simple de comprendre les expériences partagées, mais on a du mal à... peut-être qu'il faudrait commencer par ça en fait. Simplement commencer par, waouh, tu es sous pression, je le vois comment tu es fatigué, je le vois comment tu es épuisé. D'ailleurs, moi aussi je suis sous pression. Je ne sais pas si tu le vois, mais moi aussi je suis fatigué, moi aussi je suis épuisé. Et là, la conversation tourne beaucoup plus autour de on est tous les deux épuisés, on a tous les deux besoin d'aide, plutôt que moi je suis épuisé, toi tu m'aides pas, et quand toi tu es épuisé, moi je t'aide pas, et voilà. Donc ça, c'est déjà une première étape. Réussir à parler de ses sentiments sans, en reconnaissant en fait que tout le monde est en train de souffrir de la situation. Ça permet déjà de ne pas être en train d'accuser l'autre. Et puis, ça permet du coup de passer à une étape de la conversation où une fois que tu as compris que je m'inquiète de ton sort et j'ai compris aussi que toi aussi tu t'inquiètes de mon sort parce qu'en fait, on souffre tous les deux de la même chose. Là, on peut passer à la partie de la discussion qui est de rechercher des solutions qui vont être utiles pour tout le monde finalement, pour baisser la charge pour tout le monde. Alors là, on a un nouveau commentaire d'un autre parent qui vit à peu près la même situation, mais pour lui, là, il y a la séparation. La décision de séparation a été prise il y a quelques jours, après 14 ans de vie ensemble et une petite fille de presque 3 ans. Malgré une thérapie de couple de 6 mois, alors ils ont fait une thérapie de couple pendant 6 mois, ils ont décidé de se séparer d'un commun accord. Et ils n'arrivaient pas à ne pas se rendre malheureux l'un l'autre. Alors oui, c'est dur de perdre la relation avec ma conjointe, en tout cas sa conjointe, et la moitié de sa fille, mais c'est aussi donner une chance à l'un et à l'autre d'être heureux et ne pas offrir à leur fille des parents qui se sont oubliés et qui vivent ensemble avec de la rancœur constante. Donc dans leur cas, ils ont décidé de se séparer. Donc monsieur répond, ok, il est désolé pour la situation des autres personnes, mais ce qui le tue, c'est que j'ai l'impression que ça se joue à peu. Un dialogue qu'on n'arrive pas à avoir, quelques compromis, 18 ans ensemble et tout qui s'effondre après le second enfant. Je trouve ça incroyable. Du coup, moi, ça m'a soulevé quelques questions également. Pourquoi est-ce que la solution est souvent la solution la plus évidente? Pourquoi c'est ce dont on parle le plus spontanément? Et pourquoi c'est ce à quoi on arrive le plus inévitablement? Quelles sont éventuellement les autres solutions et quelles sont les plus efficaces? Donc, pourquoi la séparation est perçue comme la solution la plus évidente? Parce que au bout d'un moment, quand on a accumulé blessure sur blessure sur blessure sur blessure sur blessure pendant tellement longtemps, déjà, ça fait mal. On a de longues blessures qui continuent à se creuser. On a mal pendant tout ce temps-là, on est en colère, on a de la tristesse, on a peur que ça continue, on ne sait pas quoi faire. Et surtout, vu la direction que ça prend, c'est assez facile de croire que les choses vont pas changer, que les choses vont aller que en empirant. Là, la personne qui a commenté a dit qu'ils ont testé quand même la solution de la thérapie de couple pendant 6 mois. Bon, est-ce qu'il aurait fallu faire plus? Bon, c'est une question. Est-ce que de toutes les manières, ça n'aurait rien donné? C'est une autre question. Mais ils ont quand même tenté cette solution-là, mais ils n'ont pas arrivé à défaire la dynamique de couple qui faisait qu'ils se blessaient. Donc finalement, au bout d'un moment, quand on n'arrive pas à voir comment est-ce qu'on va transformer la situation, on a l'impression que la situation va rester la même de toutes les manières. Donc, ouais, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Quand il n'y a plus de solution, c'est la séparation qui devient la solution de dernier recours, quoi. Donc, quelles sont éventuellement les autres solutions? Donc, il y a la thérapie de couple, il y a la thérapie individuelle, il y a le coaching conjugal, la médiation, il y a le changement de style de vie. Donc, il y a pas mal de solutions qui peuvent être mises en place. Mais maintenant, quelles sont les solutions les plus efficaces? Alors, ça va dépendre. Il y a des solutions à court terme et des solutions à long terme. Des solutions à court terme, ça va être d'essayer de réduire les tâches. Réduire les tâches ménagères, réduire la quantité de choses à faire, en tout cas de réduire la pression. Là, tout de suite, il faut réduire la pression et gérer le stress. Donc, c'est des solutions à court terme. C'est pas des solutions révolutionnaires, mais ça va passer par faire moins de tâches ménagères ou déléguer certaines tâches ou automatiser certaines tâches. Ça va passer par être OK avec le fait que certaines tâches ne seront pas faites pendant un petit moment, mais au moins, ça va nous permettre de prendre du temps pour nous pour pouvoir relâcher la pression. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais à court terme, ça peut aider. À long terme, ça va pas régler le problème. Donc, il faudra aussi prévoir des solutions à long terme, comme par exemple la thérapie individuelle ou alors la thérapie de couple. Alors, la thérapie de couple, ça facilite la communication. Au moins, c'est déjà ça. On peut communiquer dans un
cadre plus structuré, où on va pas être en train de se taper sur la figure parce qu'il y a un arbitre qui fait attention à ça. Mais sinon, la thérapie individuelle, ça va permettre de travailler sur les dynamiques individuelles en fait. Qu'est-ce qui chez chaque parent cause de la frustration, cause de la colère, cause de la tristesse, cause de la peur. Comme ça, chaque parent peut travailler sur lui. Donc finalement, c'est une manière de prendre du temps pour soi. Et quand les deux parents sont dans cette démarche-là, qu'ils comprennent mieux qu'est-ce qui les énerve, qu'est-ce qui les met en colère, qu'est-ce qui les rend tristes, qu'est-ce qui les déclenche, qu'est-ce qui fait qu'ils vont avoir tendance à être en agression ou en défense par rapport à l'autre parent. Bon, si les deux parents font ce travail-là, au bout d'un moment, ils vont pouvoir mieux communiquer et éviter de se déclencher les uns les autres. Éviter de faire ce qui déclenche l'autre et l'autre va aussi éviter de faire ce qui me déclenche moi. Pourquoi? Parce qu'on aura creusé ces sujets-là en thérapie individuelle. On aura appris à mieux se connaître. On aura appris du coup à mieux communiquer ce qui nous dérange, ce qu'on souhaite, ce qu'on préfère, sans être en train d'agresser l'autre. Et une fois qu'on a eu tout ce genre de communication, ça permet de mieux se comprendre et de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Alors là, c'est pas des solutions à court terme, c'est un peu plus voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça prend un peu plus de temps à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, les bénéfices sont énormes en fait. Et toujours dans la même dynamique, une fois qu'on a creusé individuellement, voilà, qu'est-ce qui nous dérange chacun, qu'on a communiqué là-dessus, là on peut passer à des solutions qui sont plus qui vont être plus durables en fait, alors ça va demander plus de changements, mais des changements dans le style de vie quotidien. C'est-à-dire, est-ce qu'on vivait en ville et qu'on va prendre la décision de vivre à la campagne? Parce que la ville, en fait, ça nous stressait tous trop. On avait trop de trajets à faire, ça nous prenait trop de temps, on passait trop de temps sans se voir, on n'avait pas le temps de se parler. Du coup, on va déménager dans une ville plus petite, on va pouvoir avoir plus de temps pour nous. Ça, on va pouvoir prendre ce genre de décision une fois qu'on aura travaillé chacun sur soi, qu'on aura communiqué. On sera beaucoup plus ouvert à prendre ce genre de décision. Parce que si on n'a pas creusé ce dont on a besoin, ce qu'on a envie, c'est très difficile de mettre en place des décisions du style changement de lifestyle quand on n'a pas creusé à l'intérieur et qu'on n'a pas communiqué calmement ce dont on a besoin et ce qui nous énerve le plus. Donc, une fois qu'on a discuté de tout ça, on peut prendre des décisions du style déménager, du style changer de lifestyle. Peut-être qu'avant, on avait tendance à faire beaucoup de sorties, comment dire? Alors, c'est vrai que quand on est parent, une fois qu'on est parent, on sort beaucoup moins. Mais peut-être que ça génère de la frustration. Peut-être qu'on va trouver de nouvelles manières de sortir, de nouvelles manières de socialiser avec d'autres parents, de nouvelles manières d'être en contact avec le monde extérieur. Enfin bref, il y a pas mal de solutions pragmatiques qu'on peut prendre pour pouvoir changer de lifestyle, pour avoir quelque chose qui convient mieux à tout le monde. Mais ça, c'est des solutions à long terme qu'on peut pas mettre comme ça en claquant des doigts. Faut vraiment prendre le temps d'abord de prendre des solutions un peu à moyen terme comme la thérapie individuelle pour pouvoir mieux se connaître, la thérapie conjugale pour pouvoir mieux communiquer et ensuite là on est dans de meilleures dispositions pour pouvoir mettre en place des solutions à plus long terme. Alors maintenant on a un nouveau commentaire de quelqu'un qui dit que oula, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de séparation, mais est-ce que vous avez essayé de trouver un moment en voyage, en vacances, en week-end juste pour vous deux, histoire de vous reconnecter? En emmenant les enfants chez une babysitter, la famille, ou alors une autre solution en fonction de vos disponibilités. Vous avez l'air à bout tous les deux, il vous faut un moment pour vous reconnecter, tac, tac, tac. Donc, en gros, là, la solution que elle propose, la personne, c'est en gros de pouvoir trouver des solutions de garde pour pouvoir avoir du temps de couple ensemble, pour pouvoir se reconnecter émotionnellement. Et du coup, monsieur répond que oui, on a essayé plusieurs fois, mais on est tendu, alors ça s'envenime facilement. Et elle a du mal à lâcher prise, genre à laisser les enfants un week-end chez quelqu'un d'autre. Et lui aussi, il dit, moi aussi, il remarque, la petite, elle a beaucoup de mal à s'endormir et du coup, j'ai du mal à me dire que quelqu'un d'autre y arrivera. Donc ça amène pas mal de questions, c'est-à-dire les difficultés à déléguer. Quelles sont les difficultés à déléguer à une autre personne ou en tout cas la garde des enfants déjà. Il y a une question de budget, combien ça coûte, comment on justifie ce budget-là. Et voilà, en tout cas, ça fait pas mal de questions. Et les pistes de solutions que j'ai jusque-là, c'est que déjà sur la justification du budget des solutions de garde. Pour une nounou, ça coûte de l'argent, la crèche, ça coûte de l'argent. Mais comment se dire, ok, ouais, ça coûte de l'argent, mais en même temps, j'ai peut-être besoin de cette solution-là. Comment on fait pour se justifier ça? Parce que on a tendance à dire, ben, ça coûte de l'argent, ça coûte trop. On va pas prendre cette solution-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est comparer les coûts d'avoir une
une relation qui n'est pas en train d'aller fort fort en ce moment, le coût des disputes répétées, le coût émotionnel, le coût sur la santé mentale et le comparer au coût des solutions de garde, le coût de la nounou. Donc si par exemple on revenait à la solution qui est super blindée, donc super efficace avec des solutions de partout, thérapie de couple, thérapie individuelle, stage de gestion des émotions, disons que un couple dépense 5 000 € sur une année, donc sur 12 mois. Tout à l'heure on parlait de thérapie sur 6 mois, ça a dû coûter quoi? Bon, je ne saurais pas faire l'estimation là tout de suite, mais on est peut-être en quelques centaines d'euros. Mais si on commence à passer le palier des milliers d'euros, alors ça fait un coût, mais euh, quand on compare ce coût-là au prix de la séparation, au prix de OK, on n'a pas trouvé de solution et du coup on va dépenser 15 000 balles, 20 000 balles pour se divorcer, pour se séparer, ça fait réfléchir. On se pose la question, est-ce que finalement une solution à 1000, 2000, 4000, 5000 € sur une année, est-ce que ça vaut le coup au moins d'évaluer cette solution-là, de savoir qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Donc ça vaut le coup ouais, de se poser la question, ok, c'est quoi le coût des disputes répétées? Alors c'était pas vraiment ça la question à laquelle j'ai répondu. Mais voilà, il y a le coût du burn-out. Est-ce que, ok, j'ai pas envie de payer une nounou, mais en vrai, est-ce que j'ai envie de payer le prix d'un burn-out? Donc en termes de santé physique, ça demande des coûts. Consultation de médecin, de psychologue, la prise de médicaments, ça a un coût. Bon, on est en France, donc il y a pas mal de coûts qui sont supportés par la sécurité sociale, mais il y a un coût financier, mais il y a un coût aussi émotionnel. Arriver à une situation de burn-out, en fait, ça nous invalide pour faire la majorité des actions dans la vie. On peut pas aussi bien, en tout cas, on n'est plus émotionnellement aussi présent pour ses enfants, pour soi-même, pour son boulot. Au boulot, on va peut-être perdre des opportunités d'ascension professionnelle. On va peut-être régresser dans son boulot. Peut-être qu'on va être perçu comme quelqu'un qui en fait, peut-être que pendant un petit moment, on va pas être efficace au boulot. Et du coup, on va pas pouvoir délivrer, on va manquer des opportunités. Et peut-être que, on va peut-être nous mettre au placard. Bon, c'est pas pour dramatiser, mais c'est un des risques. Donc, c'est à comparer avec, oui, la nounou, ça coûte cher. Est-ce que le burn-out parental, combien ça coûte? Comment on compare les deux coûts? Plutôt que de simplement se dire que les coûts de garde coûtent cher. Il y a aussi une autre problématique, c'est la capacité à déléguer en se disant, OK, non, moi, ça me dérange pas de payer le prix parce que je suis bien conscient que faire un burn-out, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, moi, je veux bien payer quelqu'un. Par contre, j'ai pas confiance que cette personne-là va faire le job aussi bien que moi. Et ça, il y a énormément de parents qui se disent ça. Et c'est normal parce que en tant que parent, on se dit, c'est mon gamin. Moi, je sais comment m'occuper de mon gamin. Quelqu'un d'autre ne sait pas s'occuper de mon gamin aussi bien que moi, je sais m'occuper de mon gamin. Donc, comment je fais pour me dire, OK, je vais laisser quelqu'un d'autre s'occuper de mon gamin? C'est très difficile de rationaliser ça. Et mais ça peut valoir le coup de réfléchir à ça. Oui, c'est difficile. Non, ça va pas se faire en claquement de doigts, mais ça vaut le coup de réfléchir à ce sujet-là. Et ouais, et ce qui va être essentiel à cet endroit-là, c'est de se dire que effectivement, quelqu'un d'autre ne va pas le faire aussi bien que moi, mais au moins le job sera fait et pendant que le job est fait, moi, ça me permet de prendre du temps pour moi. Ça me permet de prendre du temps pour mon couple. Je suis en train de faire autre chose pendant que je ne suis pas en train de faire cette chose. Et c'est le principe de déléguer. La plupart des entrepreneurs ont ce genre de problème aussi. Quand ils sont les chefs de l'entreprise et qui n'ont pas d'équipe au début, ils se disent, je peux pas déléguer à une équipe parce que qui d'autre que moi va faire le job mieux que moi? Mais ils se rendent très vite compte qu'en fait, même si le job n'est pas fait aussi bien qu'eux, quand ils ont une équipe de 5-10 personnes qui fait le job, en tout cas qui les aident à faire le job, l'entreprise se porte beaucoup mieux. Et c'est pareil pour le couple. Quand on a du soutien, on a des gens qui nous aident, que ce soit de la famille ou des nounous qu'on paye pour ça. Le job ne sera pas fait aussi bien que si c'est nous qui le faisons. Par contre, pendant ce temps-là, pendant que le job il est fait quand même, on va pouvoir prendre du temps pour soi, du temps pour se reposer, du temps pour se faire du bien, du temps pour passer en couple, du temps pour communiquer. Et ça, c'est essentiel pour garder une bonne cohésion de couple, pour avoir deux parents qui sont en cohésion et qui peuvent prendre de meilleures décisions pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Alors là, on a un nouveau commentaire de quelqu'un qui envoie de la force et du courage. Et il demande un peu comment, en fait, est-ce qu'on en est arrivé là? Comment la situation a fait pour dégénérer à ce point? Est-ce qu'il a senti un point de bascule brutal à l'arrivée du deuxième enfant? Ou alors est-ce que la situation s'est installée progressivement? Alors, monsieur répond que le deuxième enfant a été une bascule brusque, brutale. Il ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont reperdu
le peu de temps qu'ils avaient réussi à se dégager après le premier enfant. Du coup, là, il y a pas mal de questions qui me sont venues à l'esprit, c'est-à-dire comment chaque enfant vient modifier l'équilibre initial entre les deux parents. Donc, quand il y a un premier enfant qui modifie cet équilibre-là, bon, c'est déjà un premier choc. Mais quand il y a le deuxième enfant alors, quand le premier enfant gagne en autonomie, ça fait déjà une période où on peut souffler. Mais quand il y a le deuxième enfant qui arrive derrière, ça revient rebousculer tout ça. Alors, j'ai d'autres questions que j'ai laissées pour plus tard, mais là, les questions, c'était quels sont les besoins en termes de temps personnel? Pourquoi on a besoin de temps personnel? Pourquoi c'est difficile de ne pas prendre du temps pour soi? En tout cas, pourquoi c'est utile de prendre du temps pour soi? Bon, ça paraît un peu évident comme question, parce qu'on a besoin de se retrouver et tout, mais de manière assez concrète, c'est que on a besoin de temps pour se reposer. C'est un peu comme quand on soulève de la fonte, on fait de la muscu, le muscle, il a besoin de se reposer. Donc tous les jours, on va pas forcément solliciter le même muscle. Peut-être que le lundi, on va faire les muscles du haut du corps, et puis le mardi, on va faire le bas du corps, et on va alterner pour laisser aux muscles le temps de se reposer. Là, ça va être le même principe. Les parents aussi, on a besoin de se reposer parce que c'est challengeant émotionnellement de s'occuper des enfants. Surtout quand ils sont petits, quand ils sont pas encore autonomes. Donc, on a besoin de temps pour soi, notamment pour se reposer physiquement, pour se reposer mentalement. On a besoin de recharger les batteries. On a besoin de maintenir un sens d'identité individuelle, c'est-à-dire que oui, on est parents, mais on n'est pas que des parents. On est aussi des professionnels qui avons un boulot. On est aussi des individus qui avons des passions, des loisirs. Donc, il faut du temps pour pouvoir se reconnecter à tout ça également. Et ça permet de mieux gérer en fait le stress de la parentalité, le fait de pouvoir se reposer, le fait de pouvoir se reconnecter à soi-même en tant qu'individu. Ça permet de se libérer du stress émotionnel pour pouvoir être plus présent dans son rôle de parent. Et ça c'est à court terme, l'idée de mieux gérer le stress, mais ça permet aussi de prévenir des situations drastiques parce que si on laisse le stress s'accumuler pendant trop longtemps, ça donne des risques de burn-out. Et là, on n'a vraiment pas envie d'y aller. Souvent, on se retrouve dans ce genre de situation. Mais pourquoi prendre du temps pour soi, c'est important au quotidien ou à l'échelle de la semaine, justement pour éviter de se retrouver dans des situations de burn-out, quoi. Bon, après, là, c'était un peu évident. Genre, oui, Julien, merci. Je sais que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, c'est juste que j'y arrive pas. Du coup, comment faire pour préserver du temps personnel pendant la petite enfance, pendant que le petit est encore petit, qu'il n'est pas autonome? Donc, ce à quoi on pense le plus souvent, c'est organisation, planification. Mais ouais, la plupart du temps, on est dans le rush, donc on fait face à des urgences en tant que parent. Donc, l'idée, ça va être de planifier ce qui est planifiable et de laisser de la place dans la planification pour les imprévus. C'est-à-dire que quand on va planifier, on va pas faire en sorte de remplir l'agenda en mettant tout un tas de trucs à faire. Il va falloir se dire, OK, non, ça, on va pas le faire, ça, on va pas le faire, ça, on va pas le faire. Et c'est OK. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser de la place pour les imprévus parce qu'on sait qu'il y a des imprévus à gérer. Donc, ça veut dire inclure les imprévus dans la planification. Il y a le partage équitable des responsabilités. Alors, il y a des situations de couple pour lesquelles ça peut ne pas être le cas. Et là, il faut voir, OK, qui est-ce qui en fait plus, comment faire pour mieux répartir les charges. Des fois, c'est souvent inconscient, c'est pas forcément une volonté. Mais si les deux partenaires sont volontaires, ça vaut le coup de mettre sur la table la charge visible et la charge invisible pour que tout le monde puisse se rendre compte que, OK, en fait, je me rendais pas compte que tu avais tout ça à gérer. Je suis volontaire, laisse-moi prendre un peu pour te décharger. C'est pas toutes les situations qui sont comme ça, mais ça peut valoir le coup dans certaines situations si les couples sont tous les deux volontaires. Il y a aussi quand, malgré une bonne répartition des tâches, malgré le fait que tout le monde a à peu près la même chose à faire, ça fait quand même trop pour tout le monde. Donc là, il faut vraiment alléger la charge pour tout le monde. Et là, ça va passer par des solutions comme automatiser certaines tâches, déléguer certaines tâches. C'est quelqu'un d'autre qui va les faire. Ça va être un parent qui va les faire ou alors une nounou qu'on paye pour ça qui va les faire. En tout cas, déléguer certaines tâches pour pouvoir baisser la charge sur tout le monde. Il va falloir aussi renégocier les priorités. Souvent, on est un peu pris dans la tornade des choses à faire. Il y a ci à faire, il y a ça à faire, il y a un événement par-ci, il y a les événements médicaux par là, il y a les imprévus qu'on prévoit pas, mais il faut les faire quand même. Peut-être que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Dans l'organisation, faire en sorte de planifier les priorités et être assez drastique sur qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas.
qu'est-ce qui est du domaine de la survie et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est du domaine de la survie et qu'est-ce qui est du domaine des préférences. Et on va planifier tout ce qui est du domaine de la survie. Ensuite, il va rester de la place. On va vouloir mettre des choses qui sont du domaine de la préférence. Faudra pas, faudra pas mettre ce qu'on préfère dans la planification parce que justement, il faudra laisser du temps pour les imprévus qui vont être du domaine de la survie du coup. Alors là, on a un nouveau commentaire de quelqu'un qui pose une hypothèse et qui dit bah, est-ce que c'est possible que ta compagne fasse un postpartum, une dépression postpartum ou une anxiété postpartum? C'est pas précisé, mais il peut y avoir les deux. Donc monsieur répond que bah, je pense que oui, mais ça fait 2 ans qu'elle est dans cette situation et elle ne veut pas le reconnaître ni consulter. Et de toutes les manières, comme c'est moi le connard, donc à quoi bon consulter? Donc là, je me suis posé quelques questions du style ok, il y a sûrement un sujet à creuser sur le plan psychologique, mais quels sont les obstacles qui empêchent quelqu'un d'aller consulter un psychologue? euh, Même quels sont les obstacles qui nous empêchent de parler même aux généralistes qu'on va voir. Le médecin généraliste, c'est normal pour nous d'aller voir le généraliste. Par contre, c'est pas normal de parler de problèmes sur le plan psychologique. Pourquoi? Quelles sont les objections majeures à la solution consulter un psychologue? Et voilà. Donc, les pistes de réponse que j'ai jusque-là, c'est quels sont les obstacles qui nous empêchent de consulter un psychologue? Ben, premièrement, on a tendance à négationner, à faire de la négation du problème. On se dit que bon, c'est temporaire, c'est pas grand-chose, et puis c'est juste un problème de... Bon, on sait rien, mais c'est juste un moment difficile à passer. On serre les dents, il n'y a pas vraiment de problème, puis ça va aller en laissant le temps passer, quoi. Et du coup, on va avoir tendance à minimiser le mal-être pour favoriser le fait que le temps va passer et que ça ira mieux avec le temps sans vraiment faire quoi que ce soit par rapport à ça. Donc, c'est une solution qui permet de ne pas y mettre beaucoup d'énergie parce que déjà, on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc, si on peut ne pas remettre de l'énergie dans autre chose qui n'est peut-être pas une priorité ou qu'on ne perçoit pas comme une priorité, on va avoir tendance à choisir cette manière de faire là. On va peut-être aussi ne pas vouloir aller vers un psychologue parce qu'on n'a pas conscience des bienfaits que peuvent nous apporter cette solution-là. Donc, ouais, ça va être quoi les bienfaits d'une thérapie? Ben, ouais, on a souvent tendance à se dire, ben, la personne elle va nous dire des banalités, elle va me dire des choses un peu évidentes, donc du style, il faut prendre soin de soi, il faut que je me repose, il faut pas que je sois trop stressé. Pourquoi je vais aller payer de l'argent pour que quelqu'un me dise ça? Ça n'a pas de sens. Du coup, on a tendance à mettre de côté cette solution-là. On n'a pas envie d'être vulnérable en face d'un inconnu. On n'a pas envie de raconter notre vie à un inconnu. On n'a pas envie d'être en train de se plaindre à quelqu'un qu'on connaît pas. Et on a peur de se faire juger par cette personne qu'on connaît pas. Alors, c'est surtout parce qu'on n'a pas conscience qu'en fait, les psychologues, bon, ça reste des êtres humains, mais ils sont quand même formés à écouter toute la journée des gens se plaindre des situations compliquées qu'ils vivent. Donc, c'est des gens qui sont formés à ça. C'est leur job d'être à l'écoute de nos problèmes. Donc, mais comme on n'a pas conscience que c'est ça leur job et que ils sont formés à ça pour écouter sans juger, on a tendance à mettre de côté la solution psychologue également. Et puis, ça a un coût. On se dit que waouh, j'ai pas envie d'aller payer 100 balles par mois, 200 balles par mois pour aller consulter quelqu'un qui va me dire des banalités. Et si encore, je conçois que oui, peut-être qu'il va me donner quelques conseils utiles, mais est-ce que ces conseils utiles valent 100 balles par mois, 200 balles par mois? Je ne sais pas. Donc ça aussi, c'est un argument qui fait qu'on a tendance à mettre de côté la solution de psychologue. On a tendance à se dire, bah, on peut gérer ça tout seul, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un à l'extérieur pour pouvoir gérer ça. On a tendance à se dire que ça sert à rien de parler de ces problèmes parce que parler de ces problèmes, ça ne résout pas le problème. Non, ça résout pas le problème, mais au moins, ça fait sortir les émotions qui participent à alimenter le problème. Et ça, on n'en est pas conscient. Qu'on a des émotions qui participent à faire en sorte que le problème reste là et qu'en parlant, ça permet au moins d'évacuer ces émotions-là. Et du coup, ça fait qu'on n'a plus ces émotions-là qui vont plus être en train d'alimenter le problème. Mais bon, comme on n'a pas conscience de ça, on a tendance à mettre de côté la solution psychologue. On n'a pas le temps parce que quand il faut aller à un endroit, déjà, il y a 150 choses à faire en tant que parent. Donc, si en plus, il faut aller prendre du temps, de prendre sa voiture, aller voir le psychologue, avoir la session, revenir, et on n'a pas fait tout ce qu'on avait à faire dans notre rôle de parent, bon, c'est un obstacle. Donc voilà, il y a pas mal d'obstacles qui nous empêchent de choisir la solution d'aller consulter un psychologue. Quand on en est conscient, en tout cas, ça vaut le coup de faire la liste de ces obstacles-là pour pouvoir les traiter et se rendre compte que
ça peut valoir quand même la peine d'aller voir quelqu'un pour parler de tout ça. Il y a peut-être des bénéfices. Alors, je suis conscient qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui me bloque. Mais maintenant que je suis conscient qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, je suis peut-être volontaire pour surmonter ça et ça et ça et ça et ça et ça pour aller tester cette solution-là. Parce que pourquoi? Je sais que la solution burn-out parental, en tout cas la situation burn-out parental ou la solution divorce va me coûter beaucoup plus cher que d'aller voir un psy. Il y a aussi la stigmatisation sociale qui nous empêche d'aller voir un psy. On n'a pas envie de passer pour un fou. On n'a pas envie d'assumer, de dire aux gens que oui, effectivement, je consulte un thérapeute. Oui, effectivement, on est en train de faire une thérapie de couple. Parce que souvent, c'est pas très bien reçu. C'est pas tout le monde qui comprend les bénéfices. Du coup, on va se retrouver à avoir des commentaires du style, ah bon, mais pourquoi? Mais ça sert à rien, là. Donc, déjà, c'est difficile de prendre cette solution-là. Et en plus, qu'on va parler à d'autres personnes, qu'on est en train de tester cette solution-là, on va se retrouver face à de l'incompréhension et on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça, du coup on se dit mais ouais, ça sert à rien. Je vais pas aller prendre une solution et ensuite quand j'aurai besoin de l'aide de mes amis ou de ma famille pour leur dire que je teste cette solution-là, qu'ils vont pas comprendre et que ça va m'embêter encore plus qu'autre chose, ouais, on va avoir tendance à mettre cette solution-là de côté. Et même pour soi-même, on n'a pas envie de se dire que ouais, on est malade. Alors, la question n'est pas de savoir si on est malade ou pas. On va pas avoir un psychologue nécessairement parce qu'on est malade. Ça peut être simplement parce que on a besoin d'apprendre à mieux identifier nos émotions, mieux communiquer certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on est malade, mais on va avoir cette tendance à se dire si on va voir un ologue, c'est que on est malade. Et personne n'a envie d'être malade. Du coup, on est un peu dans le déni. On va avoir tendance à mettre la tête un peu dans le sable euh, pour ne pas ressentir la douleur émotionnelle de se dire putain, je suis malade, je dois aller voir le docteur. Comme si c'était pas déjà suffisant, quoi. Alors, au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant la liste de tous ces obstacles-là, qui s'entendent, hein, ça s'entend d'avoir ces obstacles-là, mais comme on disait tout à l'heure, le prix de cette solution-là, il y a certains obstacles, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte de la pression sociale, ça coûte en image de soi, mais ce qu'il faut mettre à côté, c'est le coût de ne pas utiliser ces solutions-là et de se retrouver dans des situations de burn-out, de se retrouver en situation de séparation. Ça coûte beaucoup plus cher, donc ça peut valoir le coup d'évaluer des solutions qui vont coûter moins cher, même si c'est plus douloureux sur le plan émotionnel. Alors là, on a un nouveau commentaire qui amène plusieurs questions qu'on va ranger dans deux catégories. Alors le commentaire, c'est quelqu'un qui envoie de la force et du courage. Il dit que voilà, quand la petite aura 3 ans, qu'elle sera plus autonome, ça va aller mieux. Mais en attendant, c'est dommage de tout casser, de se séparer pour 6 mois, quoi. 6 mois d'attente. Quelques séances de thérapie de couple devraient bien aider. Il est vrai que ça ne peut pas continuer comme ça. Peut-être que de commencer par réparer la vie sexuelle pourrait aider. Et dernière chose, le ménage, c'est un travail aussi. Et prendre une femme de ménage, ça aide beaucoup. Donc là, ça soulève pas mal de questions sur deux grands sujets. Donc la reconnexion sexuelle et puis la délégation du ménage, par exemple. Alors on va commencer par la reconnexion émotionnelle, en tout cas via la reconnexion de l'intimité dans le couple. Donc, quel est le lien entre désir sexuel et connexion émotionnelle? Alors, on a tendance à dire que voilà, les femmes ont besoin de connexion émotionnelle avant de passer au sexe, ce qui fait que dans une situation de conflit où on est en train de se taper sur la figure tout le temps, tous les jours, pour tout et n'importe quoi, ouais, madame n'a pas envie d'intimité. C'est pas de ça qu'elle a envie là tout de suite. Elle a plutôt envie de se sentir comprise, de sentir que, ok, on est sur la même longueur d'onde, on fait tous les deux face au même problème et on va tous les deux chercher des solutions à ce problème-là. Là, ok, on va pouvoir aller au lit et se faire des câlins sous la couette. Mais avant ça, on a d'autres sujets à régler. En tout cas, on n'est pas dans, ouais, on n'a pas envie d'aller sous la couette si sur le plan émotionnel, on sent que on n'est pas connecté. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et on a aussi tendance à penser que voilà, les hommes, ils veulent juste se vider, peu importe les émotions, peu importe si on est en train de se battre, ils veulent se vider. Donc c'est pour ça qu'ils veulent du sexe, qui sont tout le temps en sollicitation. Alors, quoi qu'on en pense, il y a des avis plutôt mitigés sur la question, mais c'est vrai que le sexe peut être aussi utilisé comme une manière de réguler ses émotions. Donc, on parlait de prendre du temps pour soi, pour se reconnecter à soi-même, pour se reposer. Il y a le fait qu'avoir des orgasmes, c'est aussi une bonne manière de se sentir mieux après. Alors, c'est vrai que c'est mieux de le faire avec la connexion émotionnelle, plus ensemble, on a un orgasme et ça fait du bien à tout le monde. C'est beaucoup mieux quand on arrive à le faire dans ce sens-là. Mais c'est vrai que
Si tout le monde n'est pas prêt au même moment et pas pour les mêmes raisons ou en tout cas pas de la même manière, on n'a pas la même manière de gérer le stress, ça peut être compliqué de retrouver une connexion, une intimité émotionnelle et physique à ce moment-là. Donc, donc c'est vrai que qu'on commence par l'un ou qu'on commence par l'autre, en tout cas, il faut trouver un moyen. Donc, ça va sûrement passer par d'abord la communication, chercher à être un peu sur la même longueur d'onde. Donc, essayer de ne pas être dans la séparation de ouais, si on est en train de se percevoir comme des ennemis, on fait pas l'amour à son ennemi, on fait la guerre à son ennemi. Donc, c'est sûr qu'on va pas aller sous la couette avec son ennemi. Donc, au préalable, il faudra quand même se rappeler, en tout cas, reforger l'alliance et se rappeler qu'en fait, on est dans la même équipe. Et à partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus évident d'aller sous la couette et de profiter tous les deux de la reconnexion intime. Donc ça, c'était un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'était sur le fait de déléguer. Pourquoi, même quand on délègue, on a du mal à apprécier le fait que la tâche est déléguée? Ben parce que quand on est parent, voilà, on se dit que qui est-ce qui va mieux s'occuper de mes enfants? Qui est-ce qui va mieux s'occuper de mes enfants que moi-même? Et qui est-ce qui va mieux prendre soin de ma maison que moi-même? Donc juste le ménage ça pourrait être un peu moins personnel, c'est carrément moins personnel que d'être le parent d'un enfant. Là, on est le propriétaire ou en tout cas, ouais, la personne qui est responsable du foyer. C'est moins personnel, c'est moins attaché à l'identité, mais on a quand même tendance à se dire que non, il faut que ma maison soit super propre et ça peut être représentatif de mon identité en tant que personne. Je suis une personne propre, donc ma maison doit être propre et rangée comme j'ai besoin, comme j'ai envie. Si ça n'est pas le cas, ça porte atteinte à mon intégrité en tant qu'individu. Du coup, il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise sur l'état de la maison. Il ne faut pas que l'état de la maison nous définisse en tant que individu, définisse notre identité. Et ça, c'est pas évident, hein, parce que on a un besoin que les choses soient bien faites, on a un besoin de contrôler les choses, on a besoin de contrôler son environnement. Et quand on n'arrive pas à lâcher prise sur ce besoin de contrôler et de faire en sorte que les choses soient faites exactement comme on a envie qu'elles soient faites, c'est très difficile de lâcher prise et c'est pour ça du coup qu'on a du mal à choisir les solutions comme la délégation. Pourquoi reste-t-on concentré sur la qualité de la tâche déléguée même si ce n'est pas assez bien? En gros, pourquoi même quand c'est fait, pourquoi on reste concentré sur le fait que oui, mais c'était pas comme je le voulais? Bon c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a certaines attentes, on a envie que les choses soient faites à ce niveau-là. Même quand c'est quelqu'un d'autre qui nous l'a fait et que ça nous a économisé du temps, on va se dire ouais mais c'est fait à ce niveau-là, moi je le voulais à ce niveau-là. Alors, c'est OK de le vouloir à ce niveau-là. C'est OK aussi d'être déçu que la tâche soit faite à ce niveau-là. Mais là, ce qu'il faut comparer, c'est est-ce que c'est OK pour moi d'avoir la tâche faite à ce niveau-là, même si elle n'est pas à ce niveau-là? Est-ce que c'est OK pour moi de l'avoir faite à ce niveau-là? Comme ça me permet de prendre le temps que je n'ai pas passé à faire cette tâche-là, à faire autre chose, à me reposer, à me déstresser, à prendre soin de moi, à prendre soin de mon couple. Est-ce que ça vaut le coup pour moi? Prendre soin de mon couple, et c'est quoi le prix à payer? Que la tâche soit faite à ce niveau-là au lieu de à ce niveau-là. Ça peut être la réflexion à se poser de manière à pouvoir lâcher prise et de se dire, OK, je lâche prise sur ce niveau-là, je suis OK avec ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de prendre du temps pour moi, de me reposer, de me détendre, de prendre du temps pour mon partenaire, de l'aider à se reposer, de se détendre. Et ensuite, on va pouvoir avoir une meilleure connexion émotionnelle. On va pouvoir aller se faire des câlins sous la couette. On va pouvoir mettre en place des solutions qui nous conviennent à tous les deux. Donc, c'est ce que ça permet en fait de lâcher prise sur une tâche qui est faite à ce niveau-là, d'accepter qu'elle soit faite à ce niveau-là, de manière à pouvoir passer du temps et de l'énergie à faire autre chose qui est aussi essentiel du coup. Parce que ça se trouve, c'est pas essentiel de passer de là à là. Le fait que la tâche soit faite à là, c'est déjà bon. C'est pas essentiel d'y arriver à là, tandis que on a d'autres tâches à faire, reconnexion émotionnelle, passer du temps avec monsieur, avec madame, qui est ici, qui est pas fait. Et du coup, plutôt que de chercher à passer de là à là, on va plutôt chercher à passer de là à là sur des choses qui sont essentielles. Pourquoi considère-t-on que prendre du temps pour soi, c'est mal, alors que faire beaucoup de tâches, c'est perçu comme quelque chose qui est bien? Alors c'est vrai qu'on a tendance à se dire ça, c'est assez facile, parce que voilà, on vit dans une société où le travail acharné, en fait, c'est valorisé. Quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est valorisé. On va se dire, ah ouais, cette personne-là, elle travaille dur, ça c'est bien. Ah, un tel, il travaille dur, ça c'est bien. Même quand nous,
on travaille dur, on a cette sensation de fierté, on a la sensation d'accomplir des choses et que du coup, on mérite du repos ou ce genre de choses. Mais de l'autre côté, ça fait qu'on a tendance à voir le fait de se reposer comme de la fainéantise. On a tendance à voir le fait de prendre du temps pour soi comme de la paresse ou de l'égoïsme. Comment tu peux penser à toi, à aller faire ton sport, à t'occuper de tes cheveux, de tes ongles, à prendre soin de ton apparence physique, alors que tu es un enfant, t'es pas un bon parent. Quoi? Pardon? Et du coup, ouais, dans la société, il y a pas mal de commentaires, d'injonctions un peu comme ça, qui nous font penser que, ouais, être quelqu'un qui fait un travail acharné, ça c'est bien, c'est valorisé. Par contre, quelqu'un qui prend soin de soi, c'est pas valorisé. Au contraire, on a tendance à dégrader ça, à percevoir ça comme de la paresse, de l'égoïsme. C'est pas valorisant. Et aussi, on a besoin de reconnaissance. Pourquoi on a envie que les tâches soient bien faites? Justement parce qu'on a cette fierté. Quand la tâche est bien faite, on a ce sentiment de fierté, on est fier de soi et ça participe au bien-être également. Du coup, quand on est parent et qu'il y a énormément de choses à faire qu'on n'arrive pas à faire, ou alors que on voulait les faire à ce niveau-là, mais on arrive à tout faire, mais seulement à ce niveau-là, quand on arrive à tout faire, ou alors ça veut dire que on arrive à faire certaines choses à ce niveau-là et à d'autres choses qu'on n'arrive même pas à faire. Donc, on n'a pas ce sentiment de fierté. On n'a pas ce sentiment de dire, ouais, j'ai fait les choses. Et du coup, ça fait beaucoup de mal à l'estime de soi, à l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc, ça fait partie des choses qui font que, ouais, faire beaucoup de choses, on perçoit ça comme bien, alors que prendre du temps pour soi, on le perçoit comme mal. Du coup, on a du mal à prendre soin de soi et on a du mal à se reposer et à être moins stressé. Est-ce que celui qui en fait le plus mérite qu'on l'aide le plus? C'est aussi quelque chose qu'on va avoir tendance à rechercher. En faisant plein de tâches, on va avoir tendance à se mettre dans une position de hey, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Toi, je t'ai vu te reposer, je t'ai vu prendre soin de toi, t'occuper de ta petite personne. Tu devrais m'aider. Tu devrais m'aider. Et chaque fois qu'on va voir l'autre prendre soin d'elle-même, ça va avoir tendance à déclencher chez nous des réactions un peu négatives du style moi j'ai besoin d'aide, toi tu es en train de t'occuper de toi, moi je suis en train de faire tout ça pour toi, pour le petit, pour le foyer, j'ai même pas temps de prendre du temps pour moi, comment oses-tu prendre du temps pour toi? Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui nous empêchent de prendre du temps pour nous et de permettre à l'autre de prendre du temps pour lui, pour elle également. Est-ce que faire plus de tâches donne plus d'autorité ou plus de pouvoir de négociation? Alors oui, également. Dans certains cas, celui qui en fait le plus peut rechercher à l'utiliser comme un levier pour influencer des décisions du couple, pour obtenir plus d'aide, plus de concessions, plus de compromis de l'autre dans certains domaines de la relation. Donc des fois on le fait pas forcément consciemment, hein. Des fois c'est très naturel, on se dit mais moi je bosse beaucoup, toi tu te reposes, je mérite plus d'aide, c'est tout. J'en fais plus, j'en fais trop. Toi tu prends du temps pour toi, je prends pas du temps pour moi. Prends de ma charge pour me décharger, c'est tout. Et voilà, on a cette réflexion là qui est assez automatique. Donc c'est peut-être pas conscient, c'est peut-être pas fait exprès, mais c'est vrai que ça nous pousse quand même à vouloir en faire plus. Parce que plus on en fait, plus on va avoir tendance à se mettre dans la situation de celui qui en fait plus et de celui qui mérite le plus d'aide, celui qui devrait le plus avoir le droit d'exiger, de demander ou d'exiger de l'autre que l'autre en fasse plus. Alors là, on a un autre commentaire de quelqu'un qui envoie du courage et qui dit qu'il faut être deux pour que ça marche. Et d'après la description, ta femme passe une phase difficile depuis le deuxième enfant, avec peut-être pas mal de boulot. Ça me donne des petits signaux de dépression quand même. Traîner au tel le matin, enfin, bref. Voilà, la personne perçoit des signes de dépression et puis elle continue. Malheureusement, c'est pas à vous, c'est pas de vous qu'elle l'entendra. Et quand on va mal, on projette ça surtout sur son couple assez souvent et on détruit plutôt que d'aller travailler sur soi et de se faire soigner. À part s'assurer de ne pas être un connard dans l'histoire, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire et je te souhaite bon courage pour ça. Donc monsieur répond, clairement, elle est en phase dépressive. Elle refuse de l'entendre de moi ou de sa sœur qui est médecin, sa sœur, donc elle veut l'entendre de personne. Et j'ai l'impression de ramasser. Quand ça va mal à son taf, je ramasse. Quand ça va mal dans sa tête, je ramasse. Bref, de mon côté, j'ai l'impression de me donner à fond, sans contrepartie. Genre, même pas de la reconnaissance. Donc ça, c'est ce qu'il ressent. Il ressent le fait de se donner à fond et que en face, le job qu'il fait,
n'est pas reconnu à sa juste valeur. En tout cas, il se sent pas valorisé dans tout ce qu'il fait pour le couple, pour le foyer, pour les enfants. Ça, c'est une situation qui est beaucoup retrouvée, notamment chez les mamans, hein. D'habitude, les rôles sont inversés, mais là, c'est l'exception qui confirme la règle, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux femmes ou ça n'arrive pas qu'aux hommes, c'est pas que les hommes les connards ou voilà, ça peut arriver à tout le monde et du coup ça permet d'avoir une meilleure réflexion sur ok bon ben si c'est pas les hommes les méchants ou si c'est pas les femmes les méchants, c'est quoi la situation, c'est quoi le problème et comment chercher des solutions par rapport à ça. Alors moi ça m'a amené à me poser plusieurs questions. Donc qu'est-ce que le sentiment de se donner à fond sans contrepartie? Pourquoi est-ce qu'on ressent ça? Bon, après, ça a l'air assez évident, hein. Quand on se donne beaucoup, souvent on donne beaucoup avec comme motivation, ben je le fais, ça me fait chier de le faire, mais je le fais pour madame, je le fais pour les enfants, je le fais pour mon couple, je le fais pour ma famille. Donc voilà, on se dit qu'on le fait pour ces raisons-là. Et quand la famille n'est pas en train d'apprécier ce qu'on est en train de faire, ben on se dit mais attends, moi je fais tout ça pour toi, pourquoi tu n'as pas de gratitude par rapport à ce que je fais? Pourquoi tu me dis pas merci? C'est pas normal. Et on a ce sentiment un peu de se faire arnaquer quelque part. On a un effort et cet effort-là, il est perçu comme non apprécié, alors qu'on se donne à fond. Et ça coûte beaucoup d'énergie de se donner à fond, donc ouais, c'est limite. C'est très très inconfortable de se dire waouh, je fais tout ça pour rien entre guillemets. Et du coup, il y a moyen de sentir que nos efforts ne sont pas reconnus, mais des fois, il y a aussi des situations où on interprète des situations comme un manque de reconnaissance, et parfois c'est pas tout le temps le cas. Donc il y a des différences dans l'expression de la reconnaissance, par exemple. Parfois, une personne peut exprimer sa reconnaissance de manière subtile, par exemple par des actions plutôt que par des mots. Et si l'autre partenaire attend une forme de reconnaissance différente, ben, par exemple avec des compliments ou des remerciements verbaux, cela peut être mal interprété comme un manque de reconnaissance. Donc voilà, il y a la fatigue et le stress. Des fois, la personne en face, elle est reconnaissante, mais comme on est tous les deux stressés, on est tous les deux fatigués, on n'a peut-être pas le temps d'exprimer cette reconnaissance, on va avoir tendance à se dire mais la personne n'est pas reconnaissante et elle ne mérite pas que je me défonce à fond à ce point pour elle. Alors que c'est juste que ouais, on a tous les deux la tête sous l'eau et mince, on n'a pas pris le temps de s'exprimer mutuellement cette reconnaissance. Mais on l'aura interprété entre-temps comme un manque de reconnaissance qui va avoir à construire de la rancœur entre-temps. Il y a aussi des attentes non communiquées. Des fois, on fait quelque chose, on a envie que l'autre personne en face, elle montre sa reconnaissance d'une certaine manière, mais on lui a pas forcément exprimé. Du coup, elle ne peut pas nous répondre de la manière dont on avait souhaité, et ça peut créer pas mal de frustration, quoi. Alors, maintenant, quelles sont les manières les plus efficaces de montrer sa reconnaissance pour éviter toutes ces situations, ces malentendus là? Donc, il y a par exemple la reconnaissance verbale, dire des phrases simples comme bah, je te remercie pour ce que tu as fait ou je vois tout le travail que tu as accompli. Ça peut avoir un gros impact. Les mots de gratitude, c'est un rappel explicite de la valeur de l'effort, qu'on reconnaît la valeur de l'effort que l'autre est en train de faire. Ça peut être des actions de soutien. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec le verbe, il y a d'autres personnes qui sont plus à l'aise avec les actions. Donc, montrer de la reconnaissance peut aussi passer par des gestes concrets, comme alléger la charge mentale de l'autre en lui offrant du temps libre, en prenant en charge certaines tâches pour la remercier. Ça peut être l'écoute et la validation. Déjà, juste le fait de prendre le temps d'écouter son partenaire, ça peut être une forme de validation. Donc, parfois, simplement écouter l'autre et valider ses efforts peut être une forme de reconnaissance très puissante. Montrer qu'on comprend la fatigue et les frustrations de l'autre, c'est une manière de dire « je te reconnais, je te vois ». Comme les avatars là, j'oublie le mot qu'ils disent, mais je te vois ce que tu fais et ça a de l'importance pour moi et je te le dis, je te le fais remarquer. Ça peut être également par des moments de qualité, créer des moments spéciaux pour soi. Ça peut être je prévois du moment pour que toi tu passes du temps toute seule, ou alors je prévois du moment pour que on puisse le passer ensemble et passer un bon moment ensemble. Ça montre que l'on valorise l'autre et qu'on a envie que l'autre se sente bien. Alors là, on a un autre commentaire d'un papa qui vit la même situation un peu paradoxale, en tout cas à laquelle on n'est pas habitué. D'habitude, c'est les mamans qui vivent ce genre de situation, mais ici, on a un deuxième papa qui dit que il n'a pas une minute à lui depuis la naissance de la petite. Madame travaille en décalé, donc elle récupère 1 à 3 journées pour se reposer dans la semaine. Moi, je suis toujours sur le pont. Je bosse pendant que la petite est à la crèche. C'est pas rare que quand je rentre le soir, je repasse chercher la petite à la crèche et en rentrant, il n'y a rien qui est fait. Elle a fait une journée de téléphone, Netflix, voilà. Donc la vaisselle, la lessive, le repas, c'est pas fait. Les matins où elle ne bosse pas, c'est moi qui dois aller conduire la petite à la crèche parce que de toute façon, je dois aller bosser.
donc elle retourne se coucher et moi je me tape tout le bricolage, tout l'administratif, toute la maintenance des PC et des bagnoles parce que c'est des trucs d'hommes. Donc je me fais une raison parce que c'est vrai, son boulot est physiquement éreintant. Je vois bien qu'elle n'a pas le moral et les nuits sont encore difficiles pour nous tous les deux. Et je me dis que dans les familles monoparentales, il n'y a pas d'aide du conjoint, donc c'est faisable, mais ça reste épuisant. J'ai l'impression d'être constamment au bout. Je suis dans le brouillard et dès que c'est possible, je crois qu'il ne faut pas hésiter à accepter de l'aide extérieure. J'ai arrêté d'en parler parce que ça se termine en engueulade à chaque fois. D'après elle, je ne peux pas être fatigué parce que moi, j'ai un bureau de boulot et que si je suis pas content, bah, j'ai qu'à changer de boulot. Voilà. Donc, c'est ça les réponses que ce papa a en face. Du coup, monsieur répond, ok, c'est quand même bien moins pire que chez moi. Courage à toi, nos familles aussi sont loin, c'est vraiment compliqué, on cherche un peu à voir si on trouverait pas une nounou, mais c'est compliqué de laisser les enfants en confiance à une inconnue. Mais pareil, j'essaie de pas en parler parce que ça explose vite, mais quand en plus je me prends des reproches à la con ou autre, ça déborde. Donc là, le point sur lequel on va se concentrer, c'est le fait que ils voudraient en parler, mais quand ils en parlent, ça explose et du coup, ça fait que ils peuvent pas communiquer. Ils peuvent pas communiquer calmement en tout cas, parce que quand ils communiquent, ça explose. Du coup, ça m'a amené à me poser plusieurs questions. Est-ce que la discussion est nécessaire pour surmonter ces obstacles-là? Parce qu'on aura tendance à se dire, bon, de toute façon, ça sert à rien de parler. Chaque fois qu'on en parle, ça explose. Donc, je vais pas parler, je vais aller régler le problème tout seul. Du coup, est-ce que la discussion est vraiment nécessaire pour pouvoir régler le problème? Alors, a priori, oui. Il y a certaines choses qu'on peut juste faire des tâches, il y a un problème, il y a des actions à faire pour régler le problème, on va faire les actions. OK. Par contre, ça ne règle pas la distance émotionnelle entre les deux. Pour pouvoir se retrouver sur le plan émotionnel, même si les tâches sont faites, s'il y a des distances émotionnelles, même si les tâches sont faites, on a besoin de discuter pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se sentir compris, pour pouvoir s'exprimer, donc relâcher certaines émotions, pour pouvoir se sentir compris, qu'on a exprimé que voilà, je me sens mal, l'autre a dit waouh, je comprends que tu te sens mal parce que moi aussi je me sens mal. Ok, on est sur la même longueur d'onde, on peut se reconnecter. Donc la discussion est nécessaire pour ça. Et au contraire, à contrario, l'absence de dialogue, ça augmente les frustrations. Donc même s'il y a des tâches à faire, donc on fait les tâches, mais il y a de la distance émotionnelle, on n'a pas discuté, ça augmente les frustrations même si les tâches sont faites. Le fait de ne pas en parler, ça peut parfois sembler plus simple, mais le problème reste sous-jacent et ça finit par ressortir sous forme de reproches, de conflits encore plus intenses. Donc, ouais, le fait de en discuter, c'est nécessaire. Maintenant, pourquoi les engueulades font qu'on arrête d'essayer d'en parler? Bon, ça a l'air plutôt évident. Quand on a des engueulades, ouais, émotionnellement, c'est drainant, ça coûte beaucoup et déjà, il y a le problème concret et pragmatique à faire. Il y a les actions à faire pour pouvoir régler le problème. Mais si en plus, on doit gérer la dispute et le coût émotionnel de la dispute, on s'en sort pas. Donc, on a facilement tendance à se dire que, écoute, on va pas se discuter, on va pas discuter, on va pas se disputer, on va se concentrer sur les tâches, les actions pragmatiques et puis comme ça, au moins, le problème sera réglé. Alors, oui et non, comme on disait tout à l'heure, la discussion reste nécessaire au moins pour se reconnecter émotionnellement. Mais c'est vrai que les disputes, quand c'est une escalade de reproches, c'est facile de se dire que ça sert à rien. C'est épuisant et c'est décourageant. Maintenant, comment avoir des discussions efficaces tout en évitant les engueulades? Alors, il y a une notion de timing, donc choisir le bon moment. Lorsque tous les deux partenaires sont sous tension, on est fatigué, on est épuisé, là, ça va être facile d'escalader, que la discussion se transforme en dispute et ça va pas bien se passer. Donc, l'idéal, ce serait de pouvoir discuter des choses quand on est un peu plus calme. D'où le besoin de pouvoir se calmer, de prendre du temps pour soi, pour se calmer et réfléchir aux choses de manière à discuter calmement par la suite. Ensuite, utiliser une communication non violente, c'est-à-dire ne pas être en train de faire des reproches, même si c'est ce qu'on ressent à l'intérieur. On ressent de la colère et on a envie de montrer à l'autre, on a envie que l'autre sache qu'on est en colère, on a envie de lui dire « je suis pas content ». Et on a le droit de ressentir cette émotion-là. Par contre, c'est pas le plus efficace pour communiquer. Donc, au moment de la communication, une fois qu'on est calmé, l'idée c'est de dire « voilà moi comment je me sens, voilà moi comment je vois les choses. Je sais pas si toi aussi comment tu vois les choses ». Donc, premièrement, il faut pouvoir déjà s'exprimer sans agresser. Et deuxièmement, il faut pouvoir poser des questions à l'autre de manière à pouvoir écouter et donner de la compréhension à l'autre sans forcément être en position défensive. Donc, en gros, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est écouter l'autre
de manière à pouvoir attaquer par la suite, de pouvoir lui dire, bah non, c'est pas du tout ça, non, tu racontes des bêtises, attention. D'un côté, il faut pouvoir s'exprimer sans être en train d'agresser, et de l'autre côté, il faut pouvoir écouter sans être en train de se défendre. Donc, ça se passe pas comme ça. C'est pas des choses qui sont innées, mais ça se développe, ça s'apprend. Ce qui peut aider aussi, c'est de limiter la comparaison. Limiter le moi j'en fais plus, moi je fais ça, toi je t'ai pas vu faire ça. Et du coup l'autre va dire bah non, si, moi aussi je fais ça. Par contre toi je t'ai vu te reposer, je t'ai vu prendre du temps pour toi, t'es allé à la gym, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc il faudrait limiter la comparaison pour pouvoir se concentrer sur le problème que l'on ressent tous les deux pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes auxquels on est confrontés tous les deux. Pourquoi les disputes tournent souvent à la comparaison et de à qui en fait le plus, à qui est le plus épuisé? Ben, parce qu'on a besoin de reconnaissance. Parce que quand on n'a pas cette reconnaissance-là, on a besoin de dire, moi je fais ça, et je pense que tu ne te rends pas compte que je fais ça. Parce que si tu te rendais compte que je faisais ça, tu serais pas en train de me prendre la tête avec tes histoires-là. Tu serais pas en train de me demander tu serais pas en train de m'accuser de ne pas en faire plus, parce que si tu es conscient que je fais ça te viendrait pas à l'esprit de te dire que j'en fais pas assez. Donc, il faut que je te rappelle que moi aussi, j'en fais ça. Et ouais, du coup, ouais, le manque de reconnaissance a tendance à entraîner la surenchère de qui est-ce qui en fait le plus. Donc, c'est pour ça que la discussion est importante, voire indispensable, parce que sans discussion, tout le monde peut, ok, moi, je fais les tâches concrètes de mon côté, toi, tu fais les tâches concrètes de ton côté, mais si on n'a pas discuté ensemble pour reconnaître ce que moi j'ai fait et ce que toi t'as fait, ben on va avoir tendance à se dire que c'est moi qui fais tout. Et c'est ce qui se passe dans la situation de monsieur qui raconte son histoire. Il a eu plusieurs situations où il a dû justifier que non, alors oui, je fais beaucoup de choses, mais madame fait aussi beaucoup de choses. Je me suis mal exprimé, peut-être, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis épuisé. Donc à plusieurs reprises, il a dû reprendre des commentaires de personnes qui disaient que comment ça, ta femme ne fait rien. Il a dû dire, bah en fait si, elle fait des choses, mais en fait c'est que enfin bref, tout ça pour dire que tout le monde fait beaucoup de choses, mais si on ne communique pas, on a tendance à croire qu'on en fait le plus. Et ce qu'on recherche dans la communication, c'est la reconnaissance de l'autre. La reconnaissance de l'autre, que l'autre considère que oui, effectivement, on est tous les deux en train de vivre une situation compliquée. Et ça, c'est déjà un premier super pas. C'est un super grand premier pas, en fait, sur le plan du couple. Peu importe, est-ce que les actions pragmatiques, elles sont faites ou pas faites, le fait de reconnaître qu'on est tous les deux épuisés, c'est déjà énorme et ça coûte pas beaucoup. Ça coûte vraiment beaucoup moins de faire les choses. Ça va coûter beaucoup d'énergie. Se discuter pour reconnaître que waouh, t'es fatigué, moi aussi je suis fatigué, je suis désolé pour nous deux. Ça coûte beaucoup moins et ça rapporte beaucoup plus. Donc pour conclure, là on est en face d'une situation qui est plutôt entre guillemets inattendue. On a plutôt l'habitude de se retrouver avec la situation contraire où c'est madame qui fait la plupart des choses dans la maison et qui se plaint du manque de soutien de son homme, d'avoir un homme qui est en fait un papa plutôt absent et qui demande de l'aide et qui qui n'arrive pas à obtenir l'aide dont elle a besoin. Donc tout ça pour dire que c'est une situation qui touche les hommes comme les femmes, les mamans comme les papas, et que le problème n'est pas finalement est-ce que c'est l'autre qui en fait plus ou pas assez. Quelquefois c'est ça la situation, et auquel cas c'est la discussion qui va permettre la discussion qui va permettre de s'exprimer. Et là il y a une manière de tenir ce genre de discussion, parce que si la discussion en fait c'est des attaques, on n'est pas vraiment dans la discussion. Si la discussion c'est pour convaincre l'autre, on n'est pas vraiment dans la discussion, convaincre l'autre qu'il n'en fait pas assez, que c'est lui le méchant dans l'histoire. On n'est pas vraiment en train d'en parler. En parler, c'est vraiment essayer de s'exprimer son ressenti, qu'on a le droit de ressentir, sans être en train d'agresser l'autre, et de pouvoir poser des questions également pour essayer de comprendre l'autre et d'écouter l'autre sans lui couper la parole, sans l'agresser en retour, sans se défendre de ce qu'il est en train de dire. Donc voilà, dans un premier temps, faut pouvoir développer les compétences de manière à pouvoir communiquer de manière claire, donc pas juste parler pour convaincre, parler pour agresser, parler pour se défendre, ce genre de choses. Ça se fait pas en un claquement de doigts, mais il faut pouvoir développer ces compétences-là dans un premier temps. Et le fait de avoir cette discussion où on se rend compte tous les deux qu'on est face au même problème, ça permet de reforger l'alliance, de retrouver de l'intimité, de pouvoir aller faire des câlins sous la couette. Et quand on a fini de faire des câlins sous la couette, de se dire, OK,
on a tous les deux le même problème. Comment on s'associe ensemble pour attaquer ce problème qui est en face de nous plutôt que de s'attaquer les uns les autres. Que maman attaque papa, que papa attaque maman. Non, maman et papa sont ensemble et maintenant on est ensemble contre ce problème, cette problématique-là. Comment on fait en sorte d'attaquer cette problématique-là pour qu'elle arrête de nous casser les pieds. Donc voilà, je finis avec sur ce point-là, sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt.